lors du défilé militaire grandiose célébrant le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme, sur la légendaire Place Rouge à Moscou. Le 9 mai, un homme se distingue immédiatement parmi la foule des dignitaires en costumes impeccables, sans veste, sans cravate. Il porte un simple uniforme militaire couleur sable, rehaussé d'un foulard rouge éclatant, vibrant comme une flamme dans le vent. Loin de se tenir en marge, il se place audacieusement juste à côté du président Vladimir Poutine, occupant une position d'une portée symbolique exceptionnelle. Cet homme est Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, un petit pays pauvre, enclavé au cœur du Sahel, une région d'Afrique marquée par une instabilité chronique et des conflits incessants. Cette nation, souvent ignorée sur l'échiquier géopolitique mondial, se trouve soudain sous les feux de la rampe. Pourtant, ce jeune chef d'État, au charisme discret mais percutant, se tient au centre de la Place Rouge, comme s'il portait un message d'une ampleur colossale, un défi retentissant au statu quo mondial. Et il l'a fait. Lors d'une interview accordée en Russie, Traoré a prononcé des mots qui ont résonné comme un coup de tonnerre. Ce que je regrette le plus, c'est d'avoir passé ma jeunesse à écouter des radios comme RFI ou France 24, jusqu'à ce que je réalise qu'elles imposaient à nos esprits leurs récits, leur vérité biaisée. C'est une manipulation extrêmement dangereuse. Loin d'une simple critique, ces paroles constituent un véritable uppercut contre le cœur même de l'influence néocoloniale. Dénonçant la manière dont les médias occidentaux façonnent les perceptions pour maintenir une domination intellectuelle, les observateurs internationaux ont qualifié cet instant de séisme politique. Pour la première fois, un jeune dirigeant africain, issu d'un pays souvent sous-estimé par l'Occident, se dresse au cœur du pouvoir russe et défie ouvertement l'hégémonie du système médiatique européen, sous les projecteurs du monde entier. Cette audace soulève des questions brûlantes. Qui est Ibrahim Traoré pour oser provoquer la France? Ancienne puissance coloniale dont l'ombre plane encore sur l'Afrique. Qui est cet homme qui arrache le Burkina Faso à l'orbite occidentale pour tendre une main audacieuse à la Russie, dans un monde fracturé par des rivalités géopolitiques profondes? Et surtout, pave-t-il la voie à une ère nouvelle d'indépendance et d'autonomie pour le continent africain? Ou s'engage-t-il dans un jeu diplomatique périlleux, où les nations les plus fragiles risquent de n'être que des pions sacrifiés sur l'échiquier des grandes puissances? Bienvenue dans Bataille de l'histoire mondiale, briser les chaînes du colonialisme et la déclaration de reconstruction nationale. Le 30 mai 2022, au Burkina Faso, un pays où les explosions de bombes résonnent comme un battement de cœur et où les coups d'État se succèdent comme les saisons. Un coup de feu a retenti, marquant un tournant décisif. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un général autoritaire ni d'un politicien chevronné assoiffé de pouvoir. C'était un homme presque inconnu, porté par une vision grandiose et un idéal de justice, le capitaine Ibrahim Traoré, âgé de seulement 34 ans, sans calcul machiavélique ni effusion de sang. Il renverse le président par intérim, Paul-Henri Damiba, porté par un soutien quasi unanime d'une population épuisée par l'instabilité chronique et désabusée par les promesses creuses des gouvernements précédents. Né en 1988 à Kéra, un village modeste de la province de Mouhoun, dans une région rurale marquée par la pauvreté, Ibrahim Traoré, ancien étudiant en géologie à l'université d'Ouagadougou, choisit la voie de l'armée, discret, presque invisible. Il traverse ses années de service sans attirer l'attention. Aucun journal ne mentionne son nom, aucun discours ne porte sa voix, aucun profil politique ne le définit. Pourtant, ce qui propulse Traoré hors de l'ombre, c'est l'audace fulgurante de ses actions dès son accession au pouvoir. En quelques mois seulement, il accomplit ce qu'aucun dirigeant burkinabé n'avait osé entreprendre en plus de 3 décennies, briser les chaînes invisibles qui enchaînaient son pays à Paris, rompant avec des décennies de dépendance héritées de l'ère coloniale. En février 2023, les troupes françaises, longtemps perçues comme une force d'occupation déguisée, sont contraintes de quitter la base militaire stratégique de Camp-Bouansine, autrefois pivot du contrôle français dans la capitale du Sahel. En mars, tous les accords de défense bilatéraux avec Paris sont déchirés, mettant fin à des décennies de tutelle militaire. En mai, le Burkina Faso claque la porte de la francophonie, une organisation présentée comme un vecteur culturel, mais largement perçue comme un instrument du colonialisme doux, destiné à maintenir l'influence française. Les entreprises françaises, piliers de l'économie coloniale, sont mises sous pression Orange, géant des télécommunications,
doit partager son infrastructure avec des sociétés locales. Burkina, mastodonte de l'importation de Malte, perd son monopole et adopte un modèle de propriété communautaire, redistribuant les richesses au peuple burkinabé. Traoré comprend avec une lucidité implacable que le colonialisme contemporain ne se manifeste plus par des fusils, mais par des mécanismes insidieux, aides conditionnées, prêts ODA aux clauses opaques, programmes éducatifs imposés et un système monétaire conçu pour maintenir la dépendance. Le Burkina Faso était un rouage essentiel dans la machine de la France-Afrique, ce réseau sophistiqué par lequel la France continue de manipuler le continent africain après la fin officielle de l'ère coloniale. Des géants comme Orange, Total, Burkina ou Areva s'accrochaient aux ressources et aux infrastructures stratégiques du pays. Le franc CFA, monnaie émise par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, obligeait le Burkina Faso à déposer ses réserves de devises au Trésor français. Maintenant la nation dans un carcan financier dicté depuis Paris, les Burkinabés pouvaient brandir un passeport national, mais leur monnaie restait sous le joug de la France. Les prix de l'électricité, les politiques fiscales et les stratégies d'exploitation des ressources étaient régis par des accords implicites, souvent négociés dans l'ombre. Le système éducatif, loin de célébrer la richesse des cultures locales, imposait le français comme socle exclusif, marginalisant des dizaines de langues ethniques au bord de l'extinction. Ibrahim Traoré, avec une clairvoyance rare, a vu cette réalité pour ce qu'elle était, une prison invisible. Il n'a fait aucun compromis. Son combat ne vise pas seulement la France, mais un ordre mondial qui a relégué l'Afrique au rang de continent éternellement dépendant. Sur le plan intérieur, Traoré s'attaque à l'industrie aurifère, un secteur pillé et manipulé par des intérêts étrangers depuis des décennies. Dès 2023, il impose des règles strictes. Toute entreprise minière doit céder 15% de ses parts à l'État, transférer ses technologies avancées et employer au moins 90% de main-d'œuvre locale, renforçant ainsi l'autonomie économique du pays. Il crée la première réserve nationale d'or, stockant 300 kilos localement, sans les utiliser comme garantie pour des prêts étrangers. Un acte de défi face aux pratiques habituelles. En 2024, plus de 20 000 km de routes rurales, autrefois poussiéreuses et impraticables, sont asphaltées. Une prouesse historique pour un pays aux ressources limitées. Des usines de transformation de tomates, de raffinage d'or, de production de ciment, et même une usine de véhicules électriques Itaro, conçue par des ingénieurs burkinabés, voient le jour. Ces réalisations sont les preuves tangibles de ce que Traoré nomme la souveraineté technologique. Une vision où le Burkina Faso maîtrise ses propres moyens de production. Dans le domaine de l'éducation, Traoré rouvre 250 écoles dans des zones ravagées par les conflits, construit 44 collèges et 10 universités nouvelles, et instaure la gratuité des frais de scolarité du primaire à l'université, rendant l'éducation accessible à tous. Dans la santé, il inaugure le premier hôpital gériatrique du pays, un centre de traitement gratuit pour les enfants malnutris, et porte la couverture vaccinale à 92% à l'échelle nationale. Des milliers de logements sociaux sont livrés aux populations des zones de guerre, offrant un refuge aux plus vulnérables. Traoré refuse le salaire de président, conservant son modeste salaire de capitaine de 583 $ par mois, un geste qui incarne son intégrité. Les voyages officiels sont réduits de 70%, les budgets publics sont rendus transparents, et le taux de détournement de fonds, jadis endémique, chute de 18% à 6% en une seule année. Classé 144e sur 181 pour l'indice de développement humain, le Burkina Faso grimpe à la 172e place à la fin de 2024. Le PIB croît de 4%. Le taux de pauvreté chute à 24,9%. Des chiffres qui témoignent d'une transformation rapide, plus impressionnant encore. 87% des Burkinabés soutiennent leur gouvernement, un record inégalé en Afrique de l'Ouest depuis 3 décennies. Ibrahim Traoré n'est pas monté au pouvoir pour parader en costume ou poser pour des photos diplomatiques. Il refuse de se plier aux agendas des grandes puissances. Il est venu déclarer la guerre à l'impossible, proclamant « Les aides sont des factures politiques, le passé n'est pas notre faute, mais nous devons être plus courageux que nos ancêtres pour reprendre ce qu'ils nous ont volé. » Dans un monde où les petites nations sont souvent réduites à des pions sur l'échiquier géopolitique, Traoré transforme le Burkina Faso en un symbole d'une voie nouvelle indépendante, audacieuse, inflexible. Cette voie fait trembler Paris, ébranlant les fondations d'un ordre postcolonial profondément enraciné. Cette onde de choc se propage à travers l'Afrique. Depuis l'indépendance nominale des pays africains, il y a plus de 6 décennies,
Le continent noir reste enchaîné à un système néocolonial subtil mais tenace. Le Burkina Faso, avec son histoire marquée par la France-Afrique, en était l'un des maillons les plus emblématiques. Après l'indépendance de 1960, la France n'a jamais vraiment quitté le pays. Elle a simplement changé sa méthode de contrôle, exerçant son influence à travers la monnaie, l'éducation, la langue, les médias et l'armée. Beaucoup soupçonnent Paris d'avoir orchestré l'assassinat de Thomas Sankara en 1987, leader révolutionnaire et icône anticoloniale dont les idéaux menaçaient l'hégémonie française. Par la suite, des régimes pro-français, comme celui de Blaise Compaoré, ont maintenu ou toléré cette relation de dépendance, jusqu'à l'émergence d'Ibrahim Traoré. Ce qui distingue Traoré, ce n'est pas seulement son rejet des forces françaises ou la rupture des accords de défense, mais sa capacité à raviver une flamme éteinte l'esprit anticolonial au cœur de son peuple. Il ne se contente pas de changer les politiques, il restaure la mémoire collective et la dignité nationale à travers des actes concrets. Dans les écoles, il fait peindre en rouge vif sur les murs « La liberté ne vient pas en s'inclinant ». La télévision nationale commence à diffuser en mouré, Fulani et Dioula, des langues jadis reléguées au rang de non éducatives par l'élite coloniale. Une ambitieuse campagne de réécriture des manuels scolaires est lancée, permettant aux Burkinabés de raconter leur propre histoire, libérés du prisme déformant de Paris. Les monuments à la mémoire de Thomas Sankara, effacés de l'histoire officielle sous les régimes précédents, sont restaurés avec fierté. Son nom orne désormais parcs, avenues et écoles, ravivant l'héritage d'un héros national. Dans les marchés, les jeunes peignent le drapeau national sur leur visage, brandissent des slogans anti-français et brûlent des portraits d'Emmanuel Macron, devenu le symbole du colonialisme français et de l'impérialisme occidental. Dans une interview accordée à Sputnik Africa, Traoré prononce une phrase qui glace le sang des observateurs occidentaux. « Les colons n'ont pas seulement pris nos terres, ils ont colonisé nos esprits. Nous reprenons chaque parcelle de notre pensée, chaque fragment de notre identité. » Oh. Depuis le Burkina Faso, une vague révolutionnaire déferle sur le Sahel. En l'espace d'une année, le Mali et le Niger, confrontés à des dynamiques similaires, renversent leurs gouvernements pro-occidentaux et expulsent les troupes françaises de leur territoire. Ces trois nations forment l'Alliance des États du Sahel AES, un bloc non seulement militaire, mais aussi un axe de résistance contre le néocolonialisme. Elles se retirent de la CEDEAO, organisation régionale largement perçue comme un outil stratégique de la France et des États-Unis en Afrique de l'Ouest. Si l'avenir de l'AES demeure incertain, sa création représente déjà un coup de massue porté à l'ordre post-colonial, qui semblait inamovible depuis plus d'un demi-siècle. L'Afrique change, non pas par des discours stériles prononcés à l'ONU, mais par des actions concrètes menées par des nations autrefois reléguées aux marges de la scène mondiale. Le Burkina Faso, petit pays pauvre et sans accès à la mer, devient une torche incandescente, guidant une révolution contre l'ombre oppressante du colonialisme moderne. Au centre de cette flamme se tient un homme d'à peine 34 ans, Ibrahim Traoré, un leader dont la vision transcende les frontières de son pays. Et ses exploits ne seraient pas possibles sans le soutien stratégique de la Russie. Dans cette nouvelle partie d'échecs géopolitiques en Afrique, lorsque le Burkina Faso coupe les derniers liens avec l'ancienne puissance coloniale, un vide économique et social s'ouvre. Une autre puissance saisit cette opportunité, non pas pour imposer sa domination, mais pour offrir une coopération à la Russie, avec une approche pragmatique et respectueuse. Dès le retrait des troupes françaises début 2023, des vols non identifiés atterrissent à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Selon les rapports d'Anadolu et de RFI, au moins 100 experts militaires russes, issus de l'Africa Corps, successeur du groupe Wagner, arrivent au Burkina Faso. Leur mission dépasse la simple formation. Ils conseillent directement les forces burkinabées dans des zones de combat intenses, comme la région de Saoum, où les groupes extrémistes sévissent. Fin 2024, le gouvernement de Traoré officialise une coopération sécuritaire approfondie avec la Russie, qualifiée de partenariat d'égal à égal, visant à contrer les menaces extrémistes tout en consolidant la souveraineté nationale. Un premier lot d'armement, d'une valeur de 75 millions de dollars, arrive de Moscou. Véhicules blindés robustes, drones Orlandi de pointe, système de navigation adapté au combat dans le désert et lance-roquettes performants, pour une nation dépourvue d'industrie de défense et longtemps dépendante de la France. C'est une révolution sans précédent. L'armée burkinabé,
autrefois sous-équipée et vulnérable, acquiert une capacité de combat autonome, capable de repousser les groupes extrémistes sans devoir quémander l'aide de Paris. Mais la Russie ne se limite pas à fournir des armes. Elle s'attaque au cœur de l'économie burkinabé, en particulier l'industrie de l'or, une ressource stratégique longtemps exploitée par des intérêts étrangers. Le groupe russe Nordgold obtient l'exploitation des mines de Taparko et Yaga, jadis contrôlées par des entreprises françaises sous le couvert de joinventures locales. Traoré impose des conditions strictes, pas d'exportation de minerais bruts, pas d'intermédiaires occidentaux, pas de blanchiment d'or à l'étranger. Toute la production doit être raffinée sur place, avec une partie reversée à la réserve nationale, posant les bases d'une émancipation du franc CFA, cette monnaie coloniale contrôlée par la France. Début 2024, la Russie fait un geste d'une portée symbolique majeure. Elle annule une dette soviétique de plus de 1,5 milliard de dollars envers le Burkina Faso. Elle s'engage également à fournir une assistance technique pour des projets cruciaux en métallurgie, logistique, exploitation minière et développement d'infrastructures stratégiques. En d'autres termes, la Russie ne se contente pas de vendre des armes. Elle investit dans les fondations économiques et techniques du Burkina Faso, proposant une relation exempte de l'arrogance dominatrice des anciennes puissances coloniales. Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg en 2025, Traoré n'est pas relégué à un rôle subalterne. Il prend la parole aux côtés de figures comme Poutine, Loukachenko et d'autres leaders pro-russes, affirmant sa stature de chef d'État. Sur la chaîne RT, il déclare avec une assurance implacable « Ceux qui nous voyaient comme une simple zone d'influence devront apprendre à nous respecter comme des partenaires égaux. Nous ne marchons derrière personne, nous marchons aux côtés de ceux qui nous respectent. » Lorsqu'il foule le tapis rouge du Kremlin, il ne se présente pas comme un quémandeur d'aide, mais comme un leader souverain, conscient de ses objectifs: contrôler son territoire, ses ressources, sa liberté politique, et s'appuyer sur un partenaire fiable qui ne trahira pas lorsque les conflits éclateront. Naturellement, cette audace ne fait pas l'unanimité. Les analystes internationaux s'interrogent. Traoré ouvre-t-il la voie à une Afrique puissante, autonome, libérée du joug colonial? Ou s'engage-t-il dans un pari risqué qui pourrait conduire à une nouvelle forme de dépendance, cette fois teintée des couleurs géopolitiques de la Russie? Pendant ce temps, l'Occident resserre l'étau financier. Le FMI et la Banque mondiale suspendent 2 prêts totalisant plus de 120 millions de dollars, invoquant un prétendu manque de transparence et une incompatibilité avec leurs priorités sécuritaires. Certaines ONG européennes cessent leurs activités dans le nord du pays, où plus de 2 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire, aggravant la crise humanitaire. Il faut comprendre que la liberté a toujours un prix, souvent élevé, mais pour Ibrahim Traoré, le coût de l'asservissement éternel est infiniment plus lourd. Comme il l'a proclamé, mieux vaut être orphelin un temps que de vivre à genoux toute une vie. Pour lui, l'alliance avec la Russie n'est pas un échange d'une dépendance contre une autre. C'est une partie franche, un pari audacieux où il mise tout ce qu'il a pour réécrire le destin de sa nation de ses propres mains, libérant le Burkina Faso des chaînes d'un passé colonial oppressant. Nul ne peut prédire avec certitude ce que l'avenir réserve, mais une vérité éclate au grand jour sous les pas d'Ibrahim Traoré. Le sol du Burkina Faso tremble avec une intensité nouvelle. Ce tremblement ne provient plus des bombes ou des conflits armés, mais d'une aspiration profonde à la liberté. Une aspiration qui, pour la première fois dans l'histoire récente du pays, a une chance réelle de se concrétiser, portée par la vision d'un leader déterminé à redonner à son peuple sa dignité et sa souveraineté.